Salut à tous et bienvenue dans cet épisode des aventures d'un Aspie Boy. Aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement du diagnostic et de comment je l'ai fait. Donc, comme pour les autres épisodes d'un aventure d'un Aspie Boy, ça fait partie donc des 10 premières vidéos ici que je vais créer. Ensuite, il est possible que je refasse des vidéos sur le même sujet en allant un peu plus loin. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais vous expliquer en tout cas les bases du diagnostic et puis comment j'ai fait le mien. Déjà, il faut savoir que pendant très longtemps, ça a été très compliqué en France d'avoir un diagnostic. Euh, Ça reste toujours compliqué, mais enfin, c'est quelque chose qui commence à être connu et donc commence à être reconnu en tout cas. Pour ma part, j'ai eu divers soucis à l'école primaire et puis au collège. J'étais différent, j'étais dans mon monde. Certains instituteurs pouvaient penser que j'étais bête, mais d'autres personnes me disaient mais non, il a une intelligence suffisante pour suivre en cours. Donc j'ai fait plusieurs bilans psychologiques et psychiatriques pour me dire que si j'étais capable d'aller en cours, mais personne n'était capable de mettre des mots sur vraiment le problème que je pouvais avoir. Donc voilà, ça a continué comme ça jusqu'à l'âge adulte. Donc j'ai plein de bilans psychologiques, psychiatriques qui disent que j'ai des soucis de communication, j'ai des soucis où j'ai du mal à gérer mes émotions, que je vais avoir des intérêts spécifiques assez spéciaux, que je vais avoir aussi moi-même, je vais chercher à aller loin, à apprendre sur ces intérêts spéciaux, mais sans qu'il y ait un mot vraiment sur cette problématique. Tout ça a fait que c'est bien que arriver bien, dans la vie professionnelle, après avoir vu quand même psychologue et psychiatre pendant quasiment toute ma scolarité, arrivé à ma vie professionnelle, je me souviens qu'à Paris, le PDG de l'entreprise où je travaillais était venu me voir un jour. En fait, j'ai démarré, je voyais que j'étais pas capable de gérer au niveau énergie, le métro et tout ça, en tout cas un travail à temps complet. J'avais demandé de prendre un travail à temps partiel. On m'avait dit ben non, tu es une personne normale, tu dois être capable de faire un travail à temps complet. J'ai dit pour moi ça me semble compliqué. Ce qui s'est passé à ce moment-là, donc, c'est que mon chef m'a dit j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ressemble un peu à un trouble de l'autisme. Tu voudrais voir, il faudrait que tu ailles voir quelqu'un. Ayant été voir, comme je vous ai dit, psychologue et psychiatre durant toute ma scolarité, non, pour moi, l'autiste c'était quelqu'un qui se tapait dans les murs tous les jours. Ça m'était peut-être arrivé une fois ou deux, mais moi, c'était capable de parler. Je voyais pas en quoi ça pouvait être vrai, ça pouvait être lié. Pour revenir un petit peu en arrière, pendant mon époque étudiante, j'avais entendu parler donc des autistes Asperger déjà. Et je sais que j'avais un ou deux amis, je savais pas trop s'ils y étaient ou pas. En tout cas, on en avait parlé. Et au final, c'était des amis dans lesquels j'étais assez proche. Voilà, c'est pas une personne juste que j'ai rencontrée en étant étudiante. On sentait qu'on avait quelques similitudes dans notre fonctionnement. Et je me suis retrouvé en 2015 à avoir un boulot, à sentir que voilà, j'étais pas à ma place. J'avais essayé de faire de la méditation pour essayer de me forcer à faire un effort, à être comme les autres entre guillemets. Et en fait, je voyais que non, j'étais pas dans le moule, mais j'étais capable de faire des choses sans vraiment l'être. Alors, j'avais été voir un psychologue. Sa réponse a été oh bah non, t'es un peu bizarre, t'es peut-être un peu bizarre, mais il faut que tu fasses des efforts. Genre je dis un psychologue, un psychiatre, et voilà. Une fois que j'ai quitté Toulouse, j'ai été voir une amie qui avait le livre qui avait la BD La différence invisible. J'ai lu la BD et j'ai fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont proches des troubles que j'ai. Et puis j'ai fait des recherches sur l'autisme Asperger. Je suis tombé sur Joseph Chovanec et là je me suis dit non, il y a un truc en commun. Il y a plein de choses où j'ai l'impression de fonctionner comme lui. Alors je vais pas parler comme lui, mais j'ai aussi un petit trouble du langage, le bégaiement, les E que je dis tout le temps pour essayer justement de calmer mon bégaiement pour que mon cerveau arrive à refaire la liaison avec ma voix. Donc voilà, une fois que j'ai vu Joseph, donc, je me suis renseigné, j'ai discuté avec une psychiatre de Genève, qui est aussi professeur de Kinomichi, qui m'a dit oui, je pense que ça serait possible que tu y sois. Et donc je me suis renseigné comment faire un diagnostic. Donc déjà j'ai fait
4 tests en ligne que j'avais trouvés à l'époque. J'essaierai de vous en mettre quelques-uns en lien de la vidéo. Ces tests-là, donc, je les ai faits. Une bonne partie était en anglais, je crois que j'en ai fait un ou deux en français. Et voilà, j'étais limite sur certains, limite autiste sur certains, j'étais à fond dans d'autres. Bon, je me suis dit, mais il y a un truc là. J'ai essayé de contacter donc le CRA sans succès par mail. J'ai fait un effort, c'est très compliqué pour moi, on en reparlera sur d'autres vidéos, pour appeler le CRA qui m'a dit que fallait que déjà que je fasse un pré-diagnostic et qu'ensuite il y avait minimum 2 ans d'attente, en tout cas pour le CRA, donc Centre de ressources autisme de la région Centre, puisque la priorité va aux enfants. Et donc j'ai finalement fait mon pré-diagnostic dans le privé à l'Espace ID à Bordeaux. Donc le pré-diagnostic, on a une discussion d'1 heure et demie avec une psychologue ou un neuropsychologue, neuropsychiatre qui est spécialisé dans l'autisme, qui va faire tout un bilan social, un bilan de nos compétences sociales notamment, et qui va nous dire si on a des chances d'être dans le spectre ou pas. Le truc qui était positif, elle m'a dit voilà, bon maintenant j'ai possibilité dans 2 semaines de vous faire la suite du test complet, le diagnostic complet. Donc là il faut toute une journée, ramener je crois le carnet de santé, avoir différents retours de nos parents aussi. Il y avait différentes questions à poser à mes parents. Je crois que le diagnostic coûtait dans le privé dans les 350 €, en sachant qu'il y avait déjà le pré-diagnostic à 120 €. Si je dis pas de bêtises, hein, j'ai plutôt une bonne mémoire, mais j'ai plus les différentes factures, faudrait que je recherche ça. Ce qui n'est pas le plus cher, hein. Il y a des endroits c'est beaucoup plus cher. Au CRA c'est gratuit, avec certains psychiatres c'est gratuit, mais comme je vous disais, il y a des grosses listes d'attente. Donc j'ai fait le choix pour ma part de faire le diagnostic au complet avec ce groupement de psychologues et neuropsychologues spécialisés dans l'autisme. Donc qui nous pose des questions sur... déjà on passe un test de QI, et ensuite on passe des tests sociaux, comment on va se comporter, comment on va se comporter en société, et puis aussi comment aussi on va gérer nos émotions, on va gérer les différentes sensibilités. Et là, moi, dans mon cas, alors tout n'était pas à fond, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient donc dans le trouble. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs un spectre, c'est que c'est rare qu'on ait tout en même temps, mais j'en avais quand même pas mal, et donc je me suis retrouvé à avoir le diagnostic officiel, où j'ai été un peu plus loin, puisque j'ai été voir une ergothérapeute et ensuite un psychomotricien qui a pu aller plus loin sur mon diagnostic et donc trouver ce qui allait ou pas, les troubles 10 et toutes les choses liées. Mais ça m'a permis notamment d'avoir un diagnostic complet. Psychomotricien, c'était pas remboursé non plus. Par contre, le test complet avec l'ergothérapeute a été en fait payé par Cap Emploi, ce qui est pas mal, mais ce qui fait quand même un diagnostic cher. Moi, pour ma part, ce diagnostic m'a permis de comprendre ce qui allait pas pendant toutes ces années, m'a compris il y avait des choses que je pouvais améliorer, il y avait des choses, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de l'autisme. Donc pour moi, c'était un gros soulagement. Je pense que ça a été un soulagement aussi pour mes parents qui ont dû aller justement m'emmener à l'époque chez le psychologue, chez les psychiatres, à l'hôpital, etc. pendant toutes ces années sans comprendre ce que j'avais. Et j'ai su que pendant des années, dans les études de psychologie, ils avaient 1 heure ou 2 sur l'autisme, en parlant beaucoup de ce qu'on appelait avant les autismes canaires, les autismes lourds, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne communiquent pas du tout, et sans avoir de parler d'autisme Asperger du tout. Donc voilà pourquoi c'est aussi compliqué maintenant. Depuis je crois 2006, dans le cursus de psychologie et psychiatrie, ils ont des vrais cours sur l'autisme. Maintenant donc ça change, il y a de plus en plus de gens compétents qui sont capables de faire des diagnostics. C'est aussi pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de personnes, c'est pas qu'il y a de plus en plus d'autistes, mais il y a de plus en plus de personnes qui étaient avant dites avec des problèmes psychologiques ou des problèmes psychiatriques, qui peuvent en fait mettre un nom à leurs problèmes et peut-être mieux s'intégrer, en tout cas mieux être acceptés dans la société. À l'époque, c'était juste des gens différents. Certains réussissaient au niveau scolaire jusqu'à assez loin. D'ailleurs, j'ai l'impression que dans le milieu universitaire, les personnes qui restent indéfiniment,
quasiment indéfiniment à l'université, puisqu'une fois qu'ils ont fait leur doctorat, leur postdoc, ils vont continuer à faire, et bien souvent être professeurs à l'université. C'est des... Alors, pas tous, bien sûr, je ne fais pas du tout une généralité, mais en tout cas à l'université, moi, les profs que j'avais eu à l'IUT, il y en a certains, moi je suis quasiment sûr qu'ils avaient un trouble du spectre autistique, enfin qu'ils étaient dans le trouble du spectre de l'autisme, dans la manière dont ils se comportaient, alors qu'ils avaient pourtant réussi à aller très très loin dans leurs études, hein, puisque ils avaient quasiment la partie la plus haute qu'ils pouvaient avoir. Mais ça reste une minorité. Une autre personne était considérée comme avec des troubles psychologiques, psychiatriques. Mais d'autres, en tout cas dans les boulots avant, passer le concours de la fonction publique, on avait le petit boulot tranquille, on avait des problèmes de communication, c'est pas très grave. Maintenant, c'est fini ça, où il faut se vendre, il faut justement savoir communiquer, être communicant. Ça devient quelque chose de très compliqué pour quelqu'un qui est dans les troubles du spectre de l'autisme. Donc quelqu'un qui allait être avant, qui n'allait pas diagnostiquer, qui était bizarre, qui était différent, il arrivait, en passant notamment des concours de la fonction publique, à se débrouiller. C'était pas le cas pour, eh bien, c'est de moins en moins le cas maintenant. Donc justement, ce diagnostic permet eh bien, d'aider ces personnes-là. Ça m'a permis de m'aider. C'est pas du tout contre nous, c'est pas un truc qui est problématique pour nous, c'est surtout que en fait c'est la seule solution qu'on a eh bien, pour s'en sortir. Donc pour ma part, voilà, accepter son diagnostic, accepter de faire le diagnostic, surtout quand on est quand on se retrouve bloqué, notamment dans le milieu artistique ou autre en ce moment, où on est bloqué, on arrive à faire des choses, mais on n'arrive pas à se vendre, on n'arrive pas à se débrouiller en société. Je pense que ça permet eh bien, déjà d'avoir le diagnostic, de comprendre pourquoi on est différent, de rencontrer d'autres personnes différentes aussi, mais aussi ça permet d'être aidé et de réussir à faire des choses qu'on ne pourrait pas autrement en fait. Donc pour moi, c'est vraiment une aide très utile de se faire diagnostiquer et donc d'accepter le diagnostic. Et il faut donc qu'on soit aussi nous-mêmes capables de l'accepter. Et je pense que expliquer ce que c'est, un neurotypique, expliquer que les gens peuvent avoir un fonctionnement cérébral différent, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fous, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire des choses, ça permet déjà une étape. Malheureusement, avec ces quelques années, je me suis rendu compte que tout le monde n'est pas capable de le comprendre, mais je dirais que de plus en plus de gens y arrivent. Voilà pour cette petite vidéo que j'ai essayé de faire eh bien, en un coup, directement, et que je vais essayer de faire entièrement sur l'iPad. Donc, filmer, c'est pour ça que je suis qu'en 720p, filmer directement sur l'iPad et monter sur l'iPad, c'est un test. On va voir ce que ça donne. Ça fait partie donc des 10 premières vidéos. Et comme je l'ai dit sur mon autre chaîne, pour moi, c'est les 10 premières vidéos tests, de voir si j'y arrive et vraiment me lancer dans un truc. Et dès que j'aurai terminé ces 10 vidéos, j'espère fin octobre, je reprends, donc je suis en train aussi de réaliser un film sur l'autisme. Je reprends le tournage de film. Je vais mettre en pause en tout cas les formations à partir de fin octobre. J'en ai plus jusqu'au mois de janvier, si tout va bien. Et ça me donne 2 mois pour voir eh bien, si je peux lancer sérieusement cette chaîne et me lancer sérieusement dans mon autre chaîne YouTube et de voir si j'arrive à aider différentes personnes, si mes témoignages et puis ce que je vais apporter sur cette chaîne-là et sur l'autre chaîne aide suffisamment du monde. Et d'un autre côté, moi, eh bien, si je peux réussir à lier avec quelque chose de plus professionnel, de vivre en partie de ces chaînes YouTube, donc de vraiment faire un truc vraiment sérieux. Sur ce, je vous dis eh bien, à très bientôt pour une nouvelle vidéo des aventures d'un Aspie Boy.